Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. La table ronde qui vient de s'achever a permis d'entrevoir les perspectives qui s'offrent au secteur de l'animation grâce à la grande fabrique de l'image. Les chiffres de l'animation 2022 que Cécile Lacou, directrice des études, des statistiques et de la prospective du CNC, va vous présenter dans quelques instants, vont vous permettre de bénéficier d'une photographie de l'activité du secteur dans tous les domaines et de mesurer quel est le socle sur lequel reposent les perspectives de développement évoquées à l'instant. Comme l'an dernier, à l'issue de la présentation de Cécile, Stéphane Lebars, à mes côtés, fera part du regard qu'Anim France porte sur ces données et sur la situation de l'animation française en cette fin 2023. Cécile, c'est à toi. Merci de ta présence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici pour la deuxième année consécutive, donc avec pour mission de vous présenter en 30 minutes les principales tendances du marché de l'animation française, que ce soit en audiovisuel ou en cinéma, sur les aspects de production et de diffusion. Donc je ne m'appesantirai pas sur les différentes tendances, mais j'essaierai de présenter ça de façon synthétique, avant de laisser la parole bien sûr à Stéphane. Donc commençons par l'animation audiovisuelle. Sur l'animation audiovisuelle, si on regarde côté production, l'an dernier, en 2022, nous avons aidé 221 heures d'animation au CNC, ce qui était un cycle bas qui était assez prononcé. Alors, vous le savez, l'animation, ce sont des cycles de production longs, 2-3 ans, donc nécessairement on a des cycles hauts, des cycles bas, c'est ce que vous voyez très bien ici sur le graphique. 2021 était un cycle particulièrement haut, une année parmi les plus dynamiques des 20 dernières années. Donc on s'attendait à avoir un cycle bas plus prononcé. Il a été plus prononcé qu'attendu pour une combinaison de facteurs. La première étant qu'on a eu une production d'animation davantage centrée sur des séries courtes, des formats courts de moins de 8 minutes, également avec des séries d'animation avec moins d'épisodes commandés. Tout cela se retranscrit évidemment dans un volume horaire plus faible. Et puis on a aussi eu un effet de décalage des productions pour TF1 notamment, parce que l'accord interprofessionnel sur l'animation a été signé en janvier 2023, donc certains dossiers n'ont été déposés qu'en 2023. Typiquement la dernière saison de Miraculeuse. Donc 221 heures d'animation, ça correspond à 182 millions d'euros de devis. Donc là aussi en baisse notable par rapport à 2021, mais c'est complètement corrélé à la baisse du volume aidé. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que 80% des dépenses, elles sont réalisées en France. C'est en ligne avec la moyenne des 10 dernières années, puisqu'on était à 81%. Donc ça reflète aussi le fait que grâce à tous les dispositifs que l'on a pour soutenir l'animation en France, notamment le crédit d'impôt audiovisuel, cela a permis de relocaliser la production d'animation en France. Si on regarde le coût horaire maintenant, c'est la courbe que vous voyez en bleu, on voit vraiment depuis 10 ans une hausse du coût horaire de l'animation qui traduit aussi une montée en gamme de l'animation avec des programmes de plus en plus qualitatifs et ambitieux. Vous voyez que sur 10 ans, le coût horaire de l'animation, il a augmenté de 26% pour arriver donc en 2022 à 825 000 euros. Alors c'est un léger recul par rapport à 2021, mais ça reste très élevé au regard des années précédentes. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'apport horaire du côté des diffuseurs, lui, dans le même temps, il est resté stable, plus 1% en 10 ans, autour de 180 000 euros. Tandis que l'apport horaire du CNC, il a également fortement augmenté, plus 18% en 10 ans, pour atteindre près de 150 000 euros en 2022. Le CNC a en grande partie accompagné justement cette, on va dire, montée en gamme de l'animation audiovisuelle, alors pas au même rythme, puisque le coût horaire a augmenté fortement, mais en tout cas en grande partie. Et c'est vrai que l'animation, elle a une structure de financement différente de l'ensemble de la production audiovisuelle qu'on aide au CNC. Vous voyez ici sur l'animation, la part que représentent les diffuseurs, ici on est sur les diffuseurs français, c'est 22%, lorsque pour toujours confondu, on est plutôt à plus de 50%, 52%, donc des investissements qui viennent des diffuseurs. L'autre caractéristique de l'animation, c'est évidemment l'importance des apports étrangers, c'est 24%, donc près du quart des investissements viennent des partenaires étrangers, c'est seulement 7% toujours confondus. C'est parce que l'animation, c'est un genre qui par nature est davantage international, il y a beaucoup de coproductions sur l'animation. Et puis aussi, vous voyez que la part que représente le CNC est plus importante sur l'animation, 18% pour l'animation contre 13,8% toujours confondus. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que la part diffuseur, bien sûr, elle est à la baisse, puisqu'il y a 10 ans, c'était 27%. Et c'est aussi parce que, comme je le disais, le coût horaire, l'apport horaire plutôt des diffuseurs, lui, est resté stable.
Donc cycle bas en termes de production et d'aide d'animation. Par contre, vous voyez que l'activité de prestation, elle, est au plus haut en 2022, puisqu'en 2022, on a eu 189 millions d'euros de dépenses en France pour des programmes d'animation agréés au crédit d'impôt international. Alors ici, toute œuvre confondue, en audiovisuel cinéma. C'est 2 fois plus qu'en 2019, comme vous voyez sur le graphique ici. Et ces 189 millions d'euros de dépenses, ils ont été réalisés par 52 œuvres d'animation, essentiellement des œuvres audiovisuelles, 41 œuvres. Et là aussi, vous voyez que le volume d'œuvres agréées a été multiplié par 2 dans le même temps depuis 2019. Donc il y a une activité de prestation qui est extrêmement dynamique aussi en France. Ça, c'est côté production. Si on regarde côté diffusion maintenant sur les chaînes nationales de télévision, donc d'après les données Médiamétrie, on a eu plus de 10 000 heures d'animation qui ont été diffusées sur les chaînes nationales. C'est en recul de 8% par rapport à 2021. La baisse, elle est surtout portée par les chaînes TNT et aussi, on a vu qu'il y avait moins de formats de 23 à 26 minutes qui étaient diffusés, moins 25%. Ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait que nous, en production aidée, on avait vu plutôt plus de programmes courts, de moins de 8 minutes. Difficile d'y voir une vraie tendance en manque de recul, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on a observé pour 2022. Je précise un point ici, Médiamétrie ne mesure plus malheureusement France 4, puisque France Télévisions ne souscrit plus à la mesure quotidienne d'audience de Médiamétrie. Et comme vous savez, France 4 est un des principaux diffuseurs d'animation, donc malheureusement, nous n'avons plus de chiffres pour 2022 sur France 4. Donc ça, c'est hors France 4. Donc la créativité de l'animation française, on la voit aussi à l'écran, puisque chaque année, on a près de 20 nouvelles séries d'animation françaises qui sont diffusées à la télévision. Bon an, mal an, on a la moitié de création originale, la moitié sur des chaînes publiques. Vous voyez qu'en 2022, c'est 15 nouvelles séries d'animation qui ont été lancées, dont 9 sur des chaînes privées, mais encore une fois, nous n'avons pas France 4 ici, et 9 adaptations. Et vous voyez quelques exemples ici, on avait Edmond et Lucie, on avait une nouvelle version du Petit Nicolas, et également un programme pour adultes, Flippé, sur Canal+. Mais la très grande majorité encore des programmes d'animation diffusés en télévision sont destinés aux enfants. Et c'est pourquoi l'animation, elle est évidemment surconsommée par les enfants à la télévision. Vous voyez qu'au global, l'animation, ça représente 1,5% de la consommation de télé des Français. Par contre, sur les 4-10 ans, c'est près de 20%. Et sur les 11-14 ans, c'est 9% de leur consommation télé. Ce qu'on constate également, c'est que Gulli est de très loin la première chaîne regardée par les enfants. C'est plus de 60% de part de marché sur leur durée d'écoute pour l'animation. Là encore, on n'a plus France 4. Si on avait France 4 serait deuxième et Gulli serait plutôt autour de 50%. Mais sans France 4, voilà, Gulli est premier, suivi de TF1 à près de 19% et de France 5 à près de 9%. On voit aussi que les enfants adorent les séries d'animation françaises. C'est près de la moitié des séries qu'ils regardent. Si on incluait France 4, ce serait encore plus parce qu'il y a beaucoup de séries françaises sur France 4. Donc loin devant les séries américaines qui représentent 36% de leur consommation d'animation. Le top 5 l'an dernier à la télévision, alors sans surprise, Miraculous qui truste le podium, qui a un très, très grand succès, franchise française, difficile à dire. Également d'autres franchises à succès qui sont toujours présentes, La Patte Patrouille en 3e position, Bienvenue chez les Loud en 5e position, et de nouveautés, Santiago des Mers sur TF1 et une nouvelle série française, Les Sisters, sur Gulli aussi, qui connaît un très grand succès. Donc évidemment, comme vous le savez, les usages, ils ont beaucoup évolué ces dernières années, au global pour l'ensemble des Français, mais encore plus particulièrement parmi les enfants, avec donc une baisse de l'écoute de la télévision au profit des plateformes, on va y revenir. Vous voyez ici sur le graphique, alors c'est à votre gauche, que la durée d'écoute de la télévision elle a fortement baissé. En 2018, les enfants y passaient près d'1h40 par jour devant la télévision. En 2022, c'est à peine un peu plus d'1 heure. Et vous voyez sur l'autre graphique le temps passé devant l'animation à la télévision par an cette fois-ci. En 2018, c'était 82 heures hors France 4 passées à regarder de l'animation. En 2022, c'est moitié moins, 40 heures. Et c'est aussi parce qu'évidemment, aujourd'hui, les enfants ils regardent de plus en plus des programmes à la demande sur des plateformes. Alors ça peut être les plateformes de chaînes de télévision. Vous voyez ici que Oku a annoncé pour l'an dernier qu'il y a une croissance de 18% sur un an du nombre de vidéos vues chaque jour, 1,4 million. Également, les services d'AVOD, donc Advertising VOD, les services gratuits
de VOD financées par la publicité. La première d'entre elles, historique, c'est YouTube, toujours, qui est en tête, qui est la plateforme privilégiée par les enfants sur laquelle ils regardent de l'animation. Et puis maintenant, vous avez, depuis ces 2 dernières années, l'émergence des chaînes FAST, donc des chaînes linéaires diffusées en streaming, mais qui s'appuient sur des catalogues de vidéos à la demande. En décembre 2022, donc il y a 1 an, on comptabilisait déjà 57 chaînes jeunesse. Alors c'est essentiellement des chaînes qui vont être dédiées à un programme. Vous voyez ici, c'est Dora TV, Boruto, Bob l'éponge TV, avec souvent des bonus ou des vieux épisodes. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de chaînes autour de l'animation dans les chaînes FAST. Et puis, bien sûr, une consommation très importante des enfants sur les services de SVOD, puisque c'est les 3/4 des enfants de 4-14 ans qui regardent des programmes en SVOD. Il y a eu là aussi un vrai essor pendant la crise sanitaire, avec les confinements, vous le savez. Ce marché de la SVOD s'est stabilisé depuis 1 an. Et donc, vous voyez que le taux de pénétration de la SVOD chez les enfants, il est stable par rapport à 2021. Mais c'est aussi un des premiers supports vers lesquels les enfants consomment, sur lequel les enfants consomment de l'animation. Et sur cette plateforme de SVOD, on a vu une véritable croissance de l'offre de programmes d'animation. En avril 2023, ce sont des données Médiamétrie, on avait plus de 75 000 épisodes d'animation disponibles. C'est un chiffre qui est multiplié par 2,3 par rapport à il y a 5 ans, avec une progression sur l'ensemble des plateformes mesurées par Médiamétrie que vous voyez ici. Alors, Médiamétrie ne mesure pas toutes les plateformes, celles qui ont le plus fort taux de pénétration en France, mais vous voyez ici quand même le volume important de programmes d'animation sur toutes les plateformes, même si ça s'est stabilisé là aussi, sur la dernière année, sur Prime ou sur Netflix. Un nouvel acteur ces derniers mois, c'est Paramount+. Paramount+, qui dispose notamment du catalogue de Viacom, Bob l'éponge par exemple. Et puis évidemment, par contre, la fermeture de Salto qui avait une très large offre jeunesse, pour une raison simple, c'est qu'il rassemblait les offres de l'ensemble de ses actionnaires, donc l'offre jeunesse de TF1, de France Télévisions et d'M6. Crunchyroll n'est pas mesuré par Médiamétrie. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour finir sur cette partie, pour regarder donc le top des audiences d'animation en SVOD en 2022. Là encore, ce sont des données Médiamétrie. Médiamétrie ne mesure les audiences que sur les 15 ans et plus. Donc évidemment, on ne voit pas ici des programmes enfants véritablement apparaître. Ce qu'on voit plutôt, c'est des animés japonais notamment. Et en deuxième position, l'indémodable Simpson. Mais ce qui est intéressant surtout de voir, c'est le volume très important d'heures de visionnage pour ces programmes d'animation. Il y a un vrai public, un public jeune, aussi pour des programmes d'animation pour adultes. Et vous voyez aussi également en 5e position Sonic Boom, un programme français. Donc ça, c'était côté audiovisuel. Maintenant, si on s'intéresse à l'animation cinématographique, on est sur une production beaucoup moins industrialisée qu'en audiovisuel, qui est véritablement le fer de lance de l'animation en France, mais vous allez le voir très diversifiée et assez constante ces dernières années, puisque vous voyez, depuis 2019, on a atteint à chaque fois le seuil des 10 films d'animation agréés par le CNC. Alors ça peut paraître peu, mais par rapport aux années précédentes, on voit qu'on a un volume qui se maintient. On en a eu 13, c'était un niveau record en 2022. Parmi ces 13 films d'animation, on a eu 6 films d'initiative française, c'est-à-dire avec un financement 100% français ou majoritairement français. Je peux déjà vous dire que pour cette année 2023, on a déjà 7 FIF, comme on dit, films d'initiative française d'animation qui sont agréés, donc ce qui confirme ce que je dis, qu'on a un volume qui se maintient. Et vous allez le voir, si on regarde les films d'initiative française agréés l'an dernier, on a une très grande diversité en fait de films, à la fois en termes de devis, puisqu'on a eu le film le plus cher de 2022, tout genre confondu, Miraculous, avec un devis de 60 millions d'euros, mais je crois qu'en coût définitif, ils sont déjà au-delà des 80 millions d'euros. Et puis, à l'autre bout du spectre, Linda veut du poulet, moins de 3 millions d'euros de budget, mais qui a eu le cristal du long métrage à Annecy. Et vous voyez également dans ces quelques exemples la diversité des publics, la diversité des techniques d'animation. On a de la 2D, on a de la 3D, et la diversité aussi des graphismes. Donc ça montre toute l'excellence aussi de l'industrie française qui est capable d'investir des genres très différents. Alan n'est pas obligé, par exemple, c'est évidemment sur les enfants soldats, c'est très différent des As de la Jungle 2. Donc on est vraiment sur des propositions très diversifiées. Alors la caractéristique de l'animation, même si on a vu que les devis peuvent être très variables, c'est que généralement quand même c'est un genre qui est coûteux.
Vous voyez ici sur les 10 dernières années, un film d'animation, il coûte en moyenne 10,2 millions d'euros, c'est 2 fois plus qu'un film de fiction. Et les coûts vont davantage porter également sur les frais techniques, les dépenses techniques, dont la sous-traitance, qui représente 36% des coûts des films d'animation. C'est beaucoup plus que sur la fiction, où ça représente 12% seulement. Comme pour l'audiovisuel, on voit qu'on a une structure de financement qui est spécifique à l'animation, avec notamment, encore une fois, l'importance des apports étrangers pour l'animation. Ça représente plus du quart des investissements pour l'animation cinématographique, là où ça représente 16% de tout film confondu. Donc on a vraiment des partenaires étrangers qui sont souvent indispensables, même si c'est un petit peu moins systématique en cinéma, puisqu'on a à peu près 30% des films d'animation français qui sont 100% français sans apport étranger. Mais c'est un taux qui est beaucoup plus faible que pour la fiction, par exemple. L'autre point commun avec l'audiovisuel, c'est que l'apport des chaînes de télévision il est beaucoup plus faible sur les films d'animation, puisque ça couvre 15% des devis, avec 2 groupes qui investissent de manière régulière sur les films d'animation, c'est France Télévisions et Canal+. Donc 15%, tout film confondu, on est plutôt au double, 32%. Et par contre, ce qui va être plus important aussi, c'est la part des producteurs français, puisque c'est près du quart des financements des films d'animation, contre 15% tout film confondu. Alors ici, on est sur la structure de financement des devis. Cette part producteur, elle sera en partie couverte par le crédit d'impôt cinéma. Si on regarde maintenant la diffusion des films d'animation en salle, alors toutes nationalités confondues, il y a eu 52 films d'animation qui ont été projetés dans les salles en 2022. C'est un niveau record qui avait été aussi atteint en 2019. Sauf que la nature des films qui ont été projetés en 2022 est un petit peu différente. On a eu beaucoup moins de films américains, 7 contre 14 en 2019. Alors c'est pas que pour l'animation, en global il y a eu beaucoup moins de films américains qui sont sortis en salle, et c'est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Donc moins de gros blockbusters et de films porteurs. Et à contrario, beaucoup de films français, 15 en 2022, et beaucoup de films de nationalités autres que européennes et américaines, 21. Parmi ceux-là, beaucoup de films japonais. Vraiment, 2022, ça a été l'année de l'essor de l'animation japonaise en salle, avec beaucoup de films proposés en salle. Ces films-là, ces 52 films-là, ils ont généré un peu plus de 19 millions d'entrées en 2022, vous le voyez, donc une reprise assez nette depuis 2020. Donc non, le cinéma n'est pas mort et le cinéma d'animation n'est pas mort. Après, effectivement, la reprise a été plus lente pour le cinéma d'animation que pour l'ensemble des films, puisque c'est encore une fréquentation en recul de moins 42% par rapport à 2019, c'est moins 30% tout film confondu. Mais c'est lié au fait que, comme je disais, il y avait moins de films américains, de grands films familiaux porteurs sur 2022 qui expliquent ces résultats plus faibles. Excuse-moi, la tendance sur 2023 est... Alors, j'ai pas le total des films d'animation, mais je pense qu'on peut déjà se dire que, évidemment, comme vous le savez déjà, sur la fréquentation cinéma, elle est bien meilleure en 2023 qu'en 2022. La reprise se confirme et continue. Donc, tout film confondu, on est bien au-dessus. Aussi parce qu'on a eu, mais c'est pas que ça, c'est les cinémas français aussi connaît des meilleurs résultats en 2023 au global. Sur les films d'animation, même si j'ai pas le chiffre global en tête, vous verrez que lorsqu'on regarde le top 10 à date des films d'animation, on a déjà beaucoup de films avec de très jolis scores. Et il y a encore quelques gros films à sortir, Wishacha, Migration, notamment, d'ici fin d'année. Donc, je vais y revenir dans une seconde. Donc, je pense qu'on peut se dire déjà que 2023 sera une meilleure année pour le cinéma d'animation. Et juste pour finir sur les chiffres 2022, vous voyez que c'est un peu moins de 60% des entrées qui ont été réalisées par des films américains, alors qu'avant crise, on était plutôt bien au-dessus, même jusqu'à 89% en 2016. Réalisés par les films américains, 18% des entrées réalisées par des films français, ce qui n'est pas rien, et puis 15% quasiment par les films d'autres nationalités, notamment japonais. Vous voyez que One Piece Red, par exemple, a fait près d'1 million d'entrées et s'est classé 8e dans le top 10 des films d'animation en 2022. La première place étant toujours pour un film américain, Les Mignons 2, mais réalisé par un studio français. Et la 4e position par Vaillante, une coproduction aussi française qui a fait 1,3 million d'entrées. Réalisé, sauf erreur de ma part, par un studio canadien. Non. C'était pas Magaf Illumination Non, le deuxième, Vaillante. Ah, voilà. Non, non. Je sais pas ceux qui... je vois quelqu'un copine de la tête. Non, mais c'est juste pour souligner que les films américains sont fabriqués en France et on s'en réjouit. Mais par contre, les films français ont beaucoup de mal à se faire en France. Ah, tu parles de Vaillante. Je pensais que tu parlais des Mignons 2, j'allais te dire, mais c'est Magaf Illumination. Donc je me disais quand même, j'ai loupé un truc. Donc non, on est d'accord.
Et donc pour finir, c'est justement ce que je te disais il y a un instant sur 2023. Donc ça c'est le top 10 à fin septembre. Donc, évidemment, sans surprise, les films américains tiennent le haut du pavé. 6 places sur 10 à fin octobre sont pour les films américains, avec très largement en tête, et ce sera peut-être d'ailleurs le premier film tout genre confondu de l'année 2023, Super Mario Bros, plus de 7 millions d'entrées. Également Élémentaire, avec un très joli score de plus de 3 millions d'entrées. Et puis vous voyez aussi 3 films français, Miraculeuse qui a fait 1,6 million d'entrées à date en France, et qui connaît également un très grand succès à l'international, puisque vous voyez les chiffres d'Unifrance ici, c'est 6,7 millions d'entrées déjà réalisées à l'étranger pour Miraculous, et c'est même près de 7 millions, parce qu'on a reçu les chiffres à la fin octobre ce matin. Donc voilà, un très joli score de Miraculous à l'international, qui, je rappelle, était le film le plus cher. Et bravo donc à Media One, mais bravo aussi à TAT qui a pris la parole juste avant. Et j'allais le souligner, les très jolis scores de 2 films qui sont dans ce top 10 à fin octobre, Les As de la Jungle 2 et Patty et la colère de Poséidon, plus de 800 000 entrées, c'est très très joli score pour ces 2 films-là, effectivement. Je crois que Patty est à plus d'1,2 million, 1,3 million, quelque chose comme ça à l'étranger. Je ne sais pas si David a le dernier chiffre, mais là aussi c'est un beau score à l'international. C'est encore plus ? Encore plus. Voilà. David, il est parti. Non. Alors David, c'est quoi ? 1,5 million. 1,5 million. Bravo. Voilà. Alors ça, c'était les chiffres à fin octobre. Il faudra compter aussi avec le dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron, qui est déjà à 1,2 million d'entrées aussi en France. Donc le classement, il va évidemment évoluer pour 2023. Et pour finir là-dessus, je souhaitais quand même rappeler que l'animation française est la 3e production mondiale, donc notre statut au niveau mondial très important et le rayonnement de l'animation française à l'international, dans un contexte un peu compliqué ces derniers mois au niveau mondial, puisque vous voyez ici le nombre de commandes de programmes d'animation, d'après des données d'Ampere Analysis. Ce que vous voyez donc sur le graphique de gauche, c'est le volume de commandes en cours, où on a constaté, donc après des années fastes, un nombre de commandes au plus haut en 2020-2021, une baisse notable au 3e trimestre 2022, d'abord donc en Amérique du Nord, et ensuite en Europe de l'Ouest à partir du 4e trimestre 2022, donc une baisse des commandes d'animation. Là où dans le même temps, c'est la courbe en vert. En Asie, par contre, les commandes, elles, restaient à un niveau élevé. Donc cette baisse des commandes, elle a surtout affecté les programmes d'animation pour enfants ou familles. C'est le graphe de droite, vous voyez la courbe en orange. Alors que les programmes d'animation pour adultes, eux, le nombre de commandes est resté stable. C'est aussi parce que c'est surtout en Asie que ces programmes-là sont produits. Donc je disais, dans ce contexte-là, la France, elle se maintient en 3e producteur mondial, à la 3e place. Ça fait quelques années déjà qu'on est à la 3e place. Alors, loin derrière les 2 mastodontes que sont Japon et États-Unis, vous voyez le nombre de programmes en cours de commande. Japon, c'est plus de 250, États-Unis, plus de 200, la France, 45, mais on est devant 2 autres territoires très compétitifs sur l'animation, le Canada et le Royaume-Uni. Lorsqu'on regarde les groupes commanditaires d'animation en tête, on retrouve Netflix et Disney. On retrouve aussi dans le top 10 France Télévisions, avec 29 programmes commandés d'animation, devant la RAI et devant la BBC, autre groupe européen. Et donc je le disais, si on regarde le type de programmes d'animation qui sont commandés, au Japon, il y a très peu en fait, de programmes d'animation pour enfants, c'est à peine 3% des programmes en cours de commande, alors qu'en France, c'est 82%, donc l'essentiel des... Alors là, on est sur les séries d'animation. Les séries d'animation françaises en cours de commande restent des programmes pour enfants ou familles. C'est un peu moins quand même qu'il y a un an. Il y a un an, c'était 87%. Donc ça témoigne aussi du développement, même si c'est encore émergent, d'un segment adulte sur l'animation aussi française. Et vous voyez d'ailleurs qu'au Canada et au Royaume-Uni, c'est aussi des pays qui sont très largement tournés vers la production de programmes d'animation pour enfants. Aux États-Unis, c'est un peu plus diversifié. Il y a aussi beaucoup de programmes d'animation pour enfants, mais également une tradition de la comédie d'animation, je parlais des Simpsons tout à l'heure, qui est importante. Ces différences-là, on les retrouve évidemment si l'on regarde ce que diffusent les différents groupes et plateformes, chaînes télé et plateformes. Sur Netflix, on va avoir beaucoup de programmes pour enfants, mais aussi de l'animation genre science-fiction et fantastique.
Sur Disney+, vous voyez que c'est partagé, hein, la moitié enfant-famille, la moitié science-fiction fantastique. Et puis sur France Télévisions, pas exclusivement, mais en grande majorité, des programmes pour enfants et familles, par exemple. Et c'est le cas de tous les groupes européens. Donc j'en parlais il y a un instant, donc l'animation française, donc on est 3e producteur mondial, mais l'animation française aussi, elle s'exporte très largement. Si on regarde côté cinéma, vous voyez qu'en 2022, les films d'animation français, ils ont enregistré 6,6 millions d'entrées. Donc c'est le meilleur score depuis 2017. Alors évidemment, souvent, ces scores-là, ils sont portés vers le haut, tirés vers le haut par quelques super productions, comme en 2015, Le Petit Prince, 2017, Ballerina. J'ai déjà parlé on a parlé de Miraculous, et on a parlé de Patty et la colère de Poséidon. Donc déjà, on sait que 2023 sera meilleur que 2022, hein, si on additionne. Donc on sera vers au moins à 8,5 millions d'entrées pour 2023, donc un très joli score d'avance sur 2023. L'an dernier, l'animation, ça a été le 2e genre qui a réalisé le plus d'entrées à l'international pour les films français, derrière la comédie, hein, donc très joli score aussi. Et en tout, sur 10 ans, même si ces résultats sont portés par quelques gros films, c'est 124 films d'animation français qui ont été exploités dans les salles de cinéma étrangères et qui ont réalisé en tout 70 millions d'entrées. Et donc forcément, on retrouve les films d'animation français en très bonne place. Alors, dans les salles, je ne vais pas y revenir, mais aussi sur les plateformes de SVOD, puisqu'on a 100 films d'animation français disponibles sur les plateformes de SVOD à l'étranger dans 53 territoires, d'après les données d'Ampère Analysis. Et en télévision, alors sur les 14 territoires qui sont mesurés par notre prestataire Médialogique, on n'a que 14 territoires ici, on est déjà à 73 films d'animation programmés sur ces 14 territoires. Côté audiovisuel, alors traditionnellement, l'animation, c'est le premier genre à l'export. Pour la première fois en 2022, ça n'a pas été le premier genre à l'export, ça a été le 2e. L'animation s'est faite dépasser par la fiction, à la fois parce que les ventes d'animation ont connu un nouveau recul en 2022, mais aussi parce que la fiction a connu une année assez exceptionnelle l'an dernier, puisque les ventes de fiction ont dépassé les 80 millions d'euros, c'était un boom de 40% par rapport à l'année précédente, 2021. Donc l'animation continue quand même à très bien s'exporter, 58 millions d'euros en 2022, ça reste bien au-dessus du début des années 2010 par exemple, donc on reste à un niveau élevé. La baisse, ça s'explique par plusieurs raisons. Des franchises qui s'étaient déjà très bien vendues, avec souvent des holdbacks assez longs, donc qui limitent le potentiel aussi de vente secondaire. Et puis ça prend du temps, notamment en animation, pour construire de nouvelles franchises et développer des nouvelles franchises. Une frilosité aussi des acheteurs, qu'on constatait là pour le coup sur l'ensemble du marché de l'export, qui du coup préfèrent justement concentrer leurs achats sur des franchises confirmées. Et puis une forte baisse des droits mondes en 2022, alors à la fois pour ce que je viens de dire, puisqu'il y avait des franchises qui avaient déjà été très bien vendues, notamment à des plateformes, mais aussi parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a eu une baisse des commandes et aussi une baisse des acquisitions, une rationalisation des investissements d'un certain nombre de diffuseurs et notamment des plateformes mondiales. L'autre caractéristique de l'export d'animation audiovisuelle et sa force, c'est que l'animation audiovisuelle française, elle se vend partout dans le monde. Là où la fiction, les ventes sont encore très dépendantes de l'Europe de l'Ouest, vous voyez que pour l'animation, c'est un peu plus du quart des ventes qui se font en direction de l'Europe de l'Ouest, mais aussi un quart vers l'Amérique du Nord et 15% vers l'Asie-Océanie. Donc vraiment, les programmes d'animation, ils voyagent partout dans le monde, et notamment l'animation préscolaire, qui est une des grandes forces, même si c'est pas la seule bien sûr, de l'animation audiovisuelle. Et vous voyez ici quelques exemples de nouveautés aussi qui ont bien voyagé en 2022. Et donc, comme pour l'animation cinématographique, on retrouve en bonne place l'animation audiovisuelle sur les plateformes de SVOD. 4e nationalité représentée. Derrière, ici, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a aussi des IP très fortes, Peppa Pig par exemple. Donc voilà, 4e position. Elle est particulièrement présente sur les plateformes de SVOD en Suisse, en Allemagne, au Canada, en Belgique, en Égypte. Donc beaucoup de pays francophones, bien sûr, mais pas que. Et sur les chaînes de télévision, c'est encore plus flagrant. Il y a une très belle place pour l'animation française. C'est ce que vous voyez en rouge à gauche, la puissance de l'animation française en audiovisuel. En Italie, c'est 24% de l'animation diffusée sur les chaînes de télé italiennes qui est de l'animation française. C'est plus que l'animation italienne sur les chaînes italiennes. 19% pour l'Espagne, là aussi, devant la production nationale. 11% aussi au Royaume-Uni. Et 3%, c'est pas négligeable, 3% sur les chaînes américaines, qui est dédié à l'animation française.
Donc voilà, donc, ce qu'il faut retenir rapidement, c'est qu'on est sur, évidemment, on le sait, un secteur d'excellence en France, l'animation, avec une animation audiovisuelle qui reste un secteur très dynamique, même si la production audiovisuelle a été dans un cycle bas pour toutes les raisons que j'ai évoquées. On a eu en parallèle une activité de prestation qui était au plus haut. On reste le 3e producteur d'animation dans le monde, ça c'est important. Et puis bien sûr, l'animation audiovisuelle elle doit s'adapter à l'évolution des pratiques de consommation et au fait que les programmes d'animation sont moins consommés en télévision et davantage sur les plateformes. Côté cinéma, on est sur une production plus limitée mais très diversifiée, très riche, qui montre justement l'excellence de la filière française, avec souvent des budgets qui sont quand même élevés, un genre coûteux qui nécessite là aussi, comme pour l'audiovisuel, l'apport de partenaires étrangers. Et puis j'en ai parlé, toujours quand même l'importance du cinéma d'animation en salle, même si la reprise a été plus modérée en 2022, on aura certainement des meilleurs scores en 2023. Et pour finir, donc, une animation française qui s'exporte très bien à l'international, même si bien sûr il faut rester toujours vigilant. La concurrence sur l'animation, elle est forte. Il y a beaucoup de pays qui sont aussi très doués en animation. On a vu l'animation britannique, on sait que l'animation canadienne aussi est très forte. Donc voilà, donc une excellence toujours qu'il faut entretenir et maintenir. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Stéphane, quel commentaire, quel complément veux-tu apporter à cette présentation de Cécile et peut-être en se projetant un peu plus loin à la situation présente que tu devines aujourd'hui? Alors merci Patrick, merci Cécile, bonjour à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Cécile, donc je vais pas pouvoir tout commenter. Je vais plutôt essayer de faire un panorama prospectif de la situation. Ça me paraît important dans cette salle. Tout à l'heure, vous seront présentés par Philippe de Gardin et François Caillé des chiffres sur l'emploi en 2022, je ne vais pas les spoiler, mais ils sont très bons. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est les derniers records de l'animation française, puisque la situation du marché a évolué considérablement au cours de ces 12 derniers mois. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là l'année dernière si vous vous en souvenez, mais j'avais tiré un certain nombre de sonnettes d'alarme en disant attention, on est sur un trend extrêmement positif, mais les nuages sont désormais bien présents et le marché est en train de se retourner. Clairement, le marché s'est retourné, la bulle de la production audiovisuelle a explosé dans la fin de l'année 2022, début de l'année 2023, et on est entré dans une phase beaucoup plus compliquée de marché. The winter is coming. Et le blizzard va souffler. Pour ceux qui me connaissent, je pense que on a toujours essayé d'avoir un discours extrêmement positif du côté des chaînes Anime France sur l'activité. Je pense qu'il est important là de bien dire à tout le monde qu'on rentre dans une période qui va être très compliquée. J'ai un petit peu de bouteille, donc je peux vous dire que c'est le 3e choc qu'on va encaisser depuis le début du 21e, et qu'il va être compliqué et qui va durer un petit moment. Il y a à la fois des facteurs conjoncturels et des facteurs structurels qui expliquent ça. Dans les chiffres de Cécile, il y avait pas mal de choses intéressantes qui viennent nourrir ces deux pistes. Je voudrais quand même rappeler, pour bien situer les équilibres, que le secteur aujourd'hui, son activité est dépendante pour moitié de la prestation de services et pour moitié de l'activité de production déléguée, essentiellement la production déléguée télévision, et de manière plus aléatoire et plus marginale, car très fluctuante, de l'activité de production cinéma avec la dizaine de films qui ont été soulignés par Cécile. Ces dernières années, c'est la prestation de services qui a tiré la croissance du secteur. On le voyait tout à l'heure à travers les chiffres. On est, je crois de mémoire, j'ai noté plus de 180 ou 190 millions d'euros de dépenses en prestations de services
en 21 et 22 sur le territoire français, si je me trompe pas. Un chiffre qui a été multiplié par 2 depuis 2019, par 7 depuis 2015. Donc globalement, c'est vraiment cette activité de prestation de services qui a tiré l'activité du secteur. Donc l'activité de prestation de services, elle dépend en grande partie de ses clients internationaux. De la même manière, en production déléguée, j'ai noté au passage les 2 chiffres, mais ils sont identiques. L'activité télé et l'activité cinéma sont dépendantes en matière de financement à hauteur de 25% chacun des financements internationaux. Donc l'animation, à la fois par son activité de prestation et à la fois par son activité de production déléguée, est fortement ouverte aux vents internationaux et très dépendante de la situation internationale, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du secteur de la fiction ou du documentaire. Donc quand ça souffle à l'extérieur, nous on s'enrhume. En fait, on a un phénomène il y a un double phénomène que vous avez tous constaté dans l'actualité. Premièrement, le ralentissement général de l'activité et de l'économie mondiale, qui se traduit par un ralentissement très marqué du marché publicitaire à l'échelle internationale, qui va donc pénaliser les acteurs privés internationaux qui sont assis sur la publicité, et qui va donc se terminer par des arbitrages qu'on connaît bien parce qu'on les a déjà vécus. C'est qu'au moindre choc économique, les premières cases qui sont revues et les premiers budgets qui sont serrés, c'est ceux qui sont pas en prime time, et donc c'est globalement les séries pour enfants. Donc effectivement, on vend encore, on fait beaucoup de ventes, mais on vend beaucoup moins cher. Et ça fait un petit moment que ça commence à durer. Cécile disait les chiffres de prévente et de vente, parce que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que les ventes, parce qu'il faut regarder aussi ce qui se passe en termes de prévente. Quand on additionne les deux, on était à 125 millions d'euros en 2020, on est à 108 millions d'euros en 2021, et on est à 80 millions d'euros en 2022. D'accord. Alors l'année 2022 est un peu particulière pour la raison qu'a souligné Cécile, c'est que une grande partie de la baisse est due aux préventes, qui sont elles-mêmes liées très certainement à une production de 2022 qui a été enregistrée au compte de soutien, qui est un peu atypique. Donc je pense que l'année 2023 en termes de prévente sera nettement meilleure. Mais globalement, voilà, on a une tendance baissière sur le marché international, y compris en vente audiovisuelle. Donc ça, c'est le premier phénomène, c'est je dirais le ralentissement économique mondial qui trouve sa traduction dans les budgets que les chaînes peuvent consacrer aux investissements et donc au coût d'achat des programmes pour enfants. Le deuxième élément, c'est l'explosion de la bulle de la SVOD. Globalement, les plateformes de SVOD ont été pendant 3-4 ans, suite à leur généralisation après Netflix, Disney+, Paramount+, bien évidemment Prime Video, etc. Tous ces acteurs-là ont été dans une stratégie pendant quelques années de conquête d'abonnés. Donc qui dit conquête d'abonnés dit investissement dans les programmes, et des investissements dans les programmes qui ont été colossaux. Sauf que les plateformes américaines sont rentrées beaucoup plus vite qu'on ne le pensait et beaucoup plus violemment dans un changement de cycle, puisqu'elles ont été elles-mêmes rattrapées par l'évolution du marché international, l'explosion des frais financiers. Aux États-Unis, je vous invite à regarder le coût de l'argent, il est démentiel par rapport même en France où il est très élevé. Et donc ces gens-là ont arrêté de créer de la dette et sont rentrés dans un processus de consolidation et non plus de conquête d'abonnés. Et donc derrière de restrictions d'investissement. Et ça a été beaucoup plus rapide qu'on ne l'avait anticipé. On pensait qu'on avait 2-3 ans devant nous. En fait, voilà. Et ça a été beaucoup plus violent, c'est-à-dire que c'est à l'américaine. Quand ça arrête fort. Ça appuie très fort sur le frein. Donc ça a des répercussions bien évidemment
essentiellement en activité de prestation, puisque du côté de la production déléguée, malheureusement, le système français n'a pas réussi à rendre véritablement opérationnel l'arrivée des plateformes américaines en animation. Ce coup de frein, Cécile, c'était visible dans ses slides, il est d'autant plus sensible en animation enfant. L'animation adulte famille est moins touchée, mais l'animation enfant est vraiment impactée. Tout ça aboutit effectivement à une situation où je dirais un certain nombre de moteurs de l'animation française sont grippés du côté de la prestation et du côté de la production délayée TV, où les plans de financement sont plus longs à mettre en place, sont plus compliqués. Alors, d'un autre côté, on a des amortisseurs. Je veux dire, c'est pas le premier choc qu'on prend en pleine figure. L'animation, on a déjà surmonté quelques-uns, elle surmontera celui-là. Hein. Je veux dire, faut pas se faire faut pas non plus verser dans la tristesse la plus absolue, puisque je dirais la demande d'images et d'images fabriquées, elle est très forte et elle va encore s'accélérer. On a des amortisseurs. Indubitablement, les premiers amortisseurs, c'est bien évidemment le soutien des pouvoirs publics, mais aussi le système français en tant que tel, qui pèse et qui encadre les éditeurs nationaux. Donc ce système-là, il est solide. Il a été renouvelé en grande partie à travers des accords interprofessionnels qui ont été signés en 2022 et 2023 avec TF1 et M6 Gulli. On est en pleine négociation avec le groupe France Télévisions pour essayer de trouver un nouvel accord en 2024. Le groupe France Télévisions a mis sur la table une augmentation de l'investissement dans le secteur de l'animation, donc c'est une bonne nouvelle, même si on va discuter de la hauteur de cette augmentation, mais en tout cas voilà, il y a un signal positif qui est envoyé de ce côté-là, et donc je dirais ces investissements garantis, hein, qui représentent à peu près une 60aine de millions d'euros par an, on va les retrouver bon an mal an. Après, il faut aller chercher ce fameux argent international que j'évoquais tout à l'heure, qui va être une vraie interrogation. Ce système français, il doit être perfectionné. On a des acteurs internationaux que sont les plateformes qui aujourd'hui ont un investissement dans le secteur en matière de production délayée qui est relativement marginal, puisque je crois qu'au compte de soutien auquel ils peuvent accéder désormais, il y a eu une production qui a été aidée en 2021 et aucune en 2022. Donc ça montre bien que le décret d'ISMAD qui a été mis en place en juin 2021 produit des résultats extrêmement limités. Il faut très certainement aujourd'hui revoir ce décret, puisque la fameuse clause de diversité qui avait été prévue dedans, qui devait aider notamment à drainer une partie des investissements vers le secteur de l'animation, on s'est rendu compte que, en dehors du fait d'être mal utilisé par l'Arcom, qui a fait preuve d'une grande volonté politique sur le sujet, elle produit au jour d'aujourd'hui pas grand-chose. Donc il faut faire un bilan de ce décret SMAD. Et il faut surtout modifier ce décret SMAD pour permettre effectivement d'avoir un investissement qui soit de ces plateformes, qui soit vers la production délayée. Parce qu'on se rend compte que c'est d'autant plus important d'être fort en production délayée que la prestation de service, elle va, elle vient, quoi. Je veux dire, on le voit bien sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Elle va, elle vient en fonction de la situation internationale, de la compétitivité des crédits d'impôt les uns par rapport aux autres. On a été pendant quelques années dans une situation d'hyper demande de capacité de fabrication
Donc globalement, j'irais partout dans le monde et nous en premier, enfin nous parmi les autres, on a bénéficié de cette hyper demande et quelque part la compétitivité des outils fiscaux s'est un peu effacée parce que tout le monde avait besoin de capacité de fabrication. Désormais que avec un reflux de la demande mondiale, on va se retrouver avec des question qu'un certain nombre de studios connaissent très bien, c'est est-ce que mon outil de crédit d'impôt international est suffisamment attractif par rapport à l'outil canadien, est-ce que le taux de change euro-dollar m'est pas défavorable. Enfin, voilà, on va se retrouver avec des questions de compétitivité qu'on connaît bien et qui vont devenir de plus en plus exacerbées, d'autant que la demande internationale va être moindre. Donc c'est vraiment important d'avoir une base de production déléguée et des investissements qui sont obligatoires pour ces plateformes qui soient consolidées. Et je dois vous avouer que on est quand même inquiet parce que là, le bilan qu'on fait du décret SMAD, c'est que même si on a essayé de repasser des accords après l'ARCOM avec Netflix, Prime Video et peut-être demain matin Disney, on se rend bien compte que globalement ça va mettre dans le circuit une vingtaine de millions d'euros par rapport aux chaînes françaises qui, elles, en investissent une soixantaine. Donc c'est-à-dire pas grand-chose à l'échelle de ces plateformes, c'est-à-dire 2 à 3 productions globalement dans le paysage. Donc c'est vraiment important de consolider ça. C'est important aussi à un moment où l'ARCOM nous a d'autant plus douché ces dernières semaines, qui nous a annoncé qu'un certain nombre d'acteurs qui devaient rentrer dans le paysage, qui sont spécifiquement animation, comme ADN et Crunchyroll, en fait n'y rentreraient pas, tout du moins en 2023. Puisque ils les ont passés au test des critères d'éligibilité, c'est-à-dire à la fois le chiffre d'affaires et l'audience, et que grâce à un outil dont on n'a toujours pas compris comment il fonctionnait, qu'on espère qu'on va nous expliquer un jour comment il fonctionne, pour pouvoir en mesurer la pertinence scientifique, ces 2 acteurs-là, en gros, qui s'étaient préparés à avoir des obligations, qui avaient déjà commencé à investir, n'ont plus d'obligations au titre de l'année 2023. Donc c'est brutalement 8 millions d'euros d'investissement qui disparaissent du paysage. Donc dans les temps actuels, c'est un peu dur à avaler pour la profession. Et je termine juste par un point, parce que je pense que la question va être posée. Dans ce paysage, des évolutions structurelles quand même qui sont importantes. Enfin, ce que je voulais dire aussi, mais il y avait beaucoup de choses dans la présentation de Cécile, c'est aussi l'évolution de la durée d'écoute sur nos acteurs historiques. On le voit bien, la DEI des enfants qui baisse partout. Donc tout l'enjeu et toutes nos négociations aussi qu'on mène avec les éditeurs de services historiques ont veillé à favoriser cette transition vers le digital. Et sur le digital, il y a quand même un acteur qui aujourd'hui draine une audience considérable et donc des revenus publicitaires considérables, qui s'appelle YouTube, qui, en se cachant derrière sa qualité d'hébergeur des services, échappe aujourd'hui à toute obligation de production. Donc c'est clair qu'à un moment donné, si on veut pas que tous les acteurs de la diffusion jeunesse soit déstructuré par la concurrence de YouTube, il va falloir s'interroger sur le statut de YouTube et comment on les fait rentrer dans le système. Bien. Merci à toi aussi, Stéphane. D'être resté dans le faible créneau horaire que l'on vous a consenti, ce qui va nous permettre sans doute de prendre 1 ou 2 questions, Véronique. 2 questions, dit-elle. Alors, j'en ai une tout en bas d'Emmanuel Miquet, si je ne m'abuse. Bonjour, Emmanuel Miquet, Satellifax. J'ai une question pour Stéphane Lebars à Nîmes France. Dans ce paysage effectivement plus que mouvant, 3 sujets s'ajoutent à l'actualité. Alors, pour faire court, donc raccourci, le basculement, j'anticipe, l'arrivée de la matinale d'information sur TF1 à partir de début janvier dans un créneau horaire qui démarrera entre 6h et 7h à une heure à déterminer, mais donc
où sont actuellement diffusés les programmes jeunesse de l'offre de TF1 TFou. Des discussions sont en cours, dit le directeur de l'information de TF1, pour précisément continuer à ce qu'ils remplissent leur obligation d'exposition, soit donc avant cette case, dit-il dans un entretien paru hier, soit en renforçant les cases du week-end. L'autre point, c'est des signataires de l'accord interprofessionnel entre les scénaristes et les producteurs, donc accord interprofessionnel d'animation, qui sont montés au créneau pour dénoncer certains points, notamment sur les commissions d'agents. Troisième point, je vois Patrick qui fait la grimace. Troisième point, la grève en ce moment dans le secteur de l'audiovisuel qui touchait principalement la fiction et qui a touché un studio d'animation en début de semaine, Folle Image, mais avec un appel à ce que les autres studios du secteur se mobilisent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de tous ces sujets? J'allais dire, une question qui devient trois longues questions devrait entraîner 3 courtes réponses, mais vu la nature des sujets, ça va pas être simple. Et donc je pense qu'on en restera là quant au nombre de questions. Préciser, et sous le regard de Véronique, qu'il y aura une conférence qui traitera pas de la question précise sur le statut des scénaristes et les accords qui ont été signés, mais sur la formation au scénario, mais où sera évoquée brièvement cette question-là que nous n'avions pas ignorée. À ce moment-là, je répondrai à la deuxième tout à l'heure. Voilà, c'était l'idée. Merci. Je vais essayer de répondre à la première et à la dernière, peut-être en commençant par la dernière. Il y a effectivement actuellement un mouvement de grève sur les plateaux de tournage de fiction. Les studios d'animation dépendent d'une convention collective qui est différente de celle de la production, du reste de la production audiovisuelle. Et dans le cadre de cette convention collective, les partenaires sociaux, j'en vois un certain nombre dans la salle, et les syndicats d'employeurs, Anime France et le SPI, ont des négociations régulières avec des revalorisations régulières de ces grilles de salaire. Et à date, voilà, je pense que le mouvement touche le secteur de la fiction à date. Et j'espère qu'il n'y aura pas de contamination. Il y aura aussi une table ronde sur les questions sociales, qui sera la dernière, qui clôturera les RAF, où on pourra éventuellement revenir sur ce sujet. Alors sur le premier, effectivement, TF1 a annoncé début septembre qu'ils allaient programmer avec Bruce Toussaint une tranche d'information entre guillemets, puisqu'a priori ils ont quand même une chaîne d'infos qui s'appelle LCI à côté, donc une tranche d'infos qui devrait démarrer entre 6h et 7h du matin. On n'a pas encore l'horaire exact, sachant qu'elle va venir effectivement percuter la case quotidienne de TFou qui démarre à 6h30 le matin pour se terminer à 8h30. TF1 a, dans le cadre de sa convention qui est toute fraîche, puisqu'elle a été re-signée au printemps dernier suite à la réattribution de la fréquence, une obligation qui date il y a quelques années, c'est l'article 3.1.1 de sa convention, qui dit que TF1 doit proposer 750 heures de programme jeunesse, dont 650 heures de programme d'animation dans sa grille. Donc la convention est très claire, et par ailleurs elle stipule que ces programmes doivent être proposés aux heures où le public enfant est disponible. Donc on pouvait déjà trouver que 6h30 c'était tôt pour proposer des programmes pour enfants. En tout état de cause, il est clair que, à nos yeux, une offre enfant qui démarrait avant une matinale qui elle-même démarrait à 6h30 par exemple, ne remplirait pas les conditions posées dans la convention, c'est-à-dire que on doute que le public enfant soit véritablement présent et disponible à cette heure-là. Donc à date, il y a une convention, 750 dans 650 heures d'animation, à l'heure où les enfants sont disponibles, et on entend bien que cette convention soit respectée. Merci beaucoup. On pourrait, je suis certain, continuer très longtemps. Je voudrais juste dire combien c'est précieux chaque année d'avoir ces éléments. Merci beaucoup Cécile, à la fois pour l'aspect conjoncturel de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi pour la perspective dans la durée. Et merci encore pour
de nous permettre d'y avoir accès.